Alors, bienvenue sur le podcast À hauteur d'enfant, un espace pensé pour les enfants et pour les adultes qui les accompagnent. Ici, on parle d'enfance avec douceur, curiosité et profondeur. L'idée est simple, proposer aux parents et aux professionnels et à toutes les personnes sensibles au monde de l'enfant des outils concrets, des éclairages et des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce qui se joue derrière les émotions, les comportements et les besoins des plus jeunes. Alors moi, je suis Éléonore Ramakers, hypnothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des enfants, coach en développement personnel et formatrice en hypnose pour les enfants chez Hypnosanté, ici en Belgique. À travers ce podcast, j'ai envie de partager ce qui m'anime profondément, à savoir aider les enfants à mieux se comprendre, soutenir les adultes dans leur rôle et créer des ponts entre le corps, les émotions et l'imaginaire parce que chaque enfant mérite d'être compris et que parfois il suffit de se mettre à hauteur d'enfant pour que tout change. Aujourd'hui, nous allons explorer deux approches qui aident beaucoup les enfants à grandir plus sereinement, la psychomotricité et l'hypnose. Deux chemins différents, mais qui se rejoignent souvent autour du corps, des émotions et de l'imaginaire. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Sabine, psychomotricienne, qui accompagne les enfants à travers le mouvement, le jeu et l'expression corporelle. Elle va se présenter dans un instant et nous expliquer son approche. De mon côté, je vous partagerai le regard de l'hypnose, comment on peut aider un enfant à travers son monde intérieur, ses images et ses sensations. L'idée aujourd'hui n'est pas de comparer pour opposer, mais de comprendre comment ces approches se complètent au service des enfants. Sabine, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, comme Éléonore l'a dit, je suis psychomotricienne. Et donc, en fait, je vais me présenter en deux mots. Au départ, je suis éducatrice. Je travaille depuis une trentaine d'années avec des enfants en difficulté socio-affectifs, des enfants placés dans une institution, placés par le juge, par les parents, présentant des troubles du lien de l'attachement, différentes difficultés de comportement à l'école, en famille, des troubles du lien d'attachement. Et donc, suite à cette expérience, je me suis rendu compte qu'avec le temps, les enfants avaient de plus en plus difficile à s'exprimer. On leur propose des thérapies euh, différentes thérapies et dont aller chez un psychologue, par exemple. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui me disaient, des jeunes de 12 à 18 ans, qui me disaient, mais finalement, moi, j'ai pas envie d'y aller parce que je dois parler, j'ai pas envie de parler. Et donc, je me suis dit, si la bouche n'a pas envie de parler, peut-être que le corps aura envie. Et donc, c'est comme ça que je suis venue à la psychomotricité. Donc, j'ai fait un bachelier en psychomotricité. Et de fil en aiguille, dans ma pratique, je me suis rendu compte que des parents me parlaient d'hypnose, me parlaient de différentes ressources. Et je me suis dit, tout compte fait, ce serait peut-être intéressant d'aborder cette hypnose et de se former à cet outil qui me semble être vraiment intéressant euh, d'utiliser avec les enfants. Ok, super. Et donc, tu as étudié l'hypnose aussi. Et donc, j'ai étudié l'hypnose. J'ai fait une formation de base, je vais dire, une approche classique en hypnose rapide. Et puis, j'ai vu la formation d'Éléonore qui proposait une hypnose adaptée aux enfants. Et donc, j'ai vraiment été intéressée. Donc, j'ai suivi le cursus d'Éléonore et j'ai vraiment très apprécié. Je te remercie, Éléonore, parce que c'est vraiment d'une grande richesse dans ma pratique. Ah, bah merci. Dis-moi, Sabine. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de, pas de comparer, mais d'expliquer ce que la psychomotricité apporte vraiment de différent. Euh, j'ai envie que les auditeurs ici aujourd'hui puissent se dire, OK, la psychomotricité, ça va m'apporter ceci, l'hypnose pourrait m'apporter cela, et que ce soit vraiment au service des enfants. Donc, j'ai envie de te poser quelques petites questions. Tu es d'accord?
Oui. Ok. Si tu devais expliquer ton métier à un enfant de 7 ans, tu nous as parlé de plus grand, mais si tu devais vraiment expliquer à un enfant de 7 ans, tu lui dirais quoi? C'est quoi que tu fais comme psychomotricienne? Alors déjà, j'accueille les enfants dans la salle de psychomotricité. Donc, quand ils arrivent, ils découvrent déjà l'espace. L'espace qui est un espace de jeu avec des balles, des cubes, des toboggans, etc. Donc, déjà là, ils voient que ben, ils vont pouvoir bouger, ils vont pouvoir s'exprimer, ils vont pouvoir expérimenter. Et donc, ben, je leur dis simplement que on va jouer, mais on va jouer ensemble. Par contre, pour les parents, c'est plus compliqué à expliquer parce que la psychomotricité, mais il y a différentes approches et donc parfois dans la tête des parents ou même des personnes que je croise, ils ne savent pas toujours dire ce qu'est la psychomotricité. Et pour eux, quand ils en parlent, ben, c'est un peu de la gymnastique qu'on fait en maternelle, c'est des stages de gymnastique pour les enfants de 2 à 5 ans. Et donc j'ai envie de dire, ben, oui, effectivement, la psychomotricité, ça c'est un volet. Mais il y a différents volets de la psychomotricité qui sont beaucoup plus complets. Et j'ai envie quand même d'éclaircir un petit peu pour mettre un cadre et expliquer vraiment ici à nos auditeurs dans quel volet on se situe là aujourd'hui. Et donc, ben, le psychomotricien, il travaille dans un volet qu'on appelle l'éducation-prévention. Et donc, ça, c'est effectivement la gymnastique, comme on peut entendre à l'école. Il fait de la psychomotricité en maternelle ou des stages ou des cours de sport qui sont adaptés aux enfants. Donc, ça, on appelle l'éducation-prévention. C'est parfois fait par des professeurs qui ont fait, par exemple, une maîtrise. Et donc, ça, c'est une formation courte de quelques jours, quelques mois, une année. Mais un psychomotricien peut le faire aussi, hein. Et puis, il y a la formation en bachelier. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Et là, il y a aussi un volet où on travaille l'éducation-prévention. Et donc, ça peut se faire en maison de repos, ça peut se faire en milieu hospitalier. C'est en lien avec d'autres professionnels aussi. On peut travailler avec des kinés, avec des ergots, des logopèdes, des psychologues. Et donc là, c'est plutôt ramener le plaisir du mouvement à la personne handicapée ou la personne âgée ou une personne qui a été opérée, par exemple. Et puis enfin, il y a ce que l'on appelle euh, la, la- le suivi en soins. Donc là, c'est vraiment c'est du soin, c'est considéré comme du soin. Donc c'est souvent sur prescription médicale. Maintenant, les parents peuvent venir aussi librement. Et c'est aussi en complément avec d'autres prises en charge, comme les logopèdes, les ergots, des médecins, des psychologues, des psychiatres. Et donc là, on travaille de manière ou individuelle ou en groupe. Et donc, c'est de là qu'on va parler aujourd'hui, c'est de ce volet-là que j'aimerais bien échanger avec toi, Éléonore, parce que c'est vraiment la prise en charge, pour moi, la plus importante. C'est là où on rencontre aussi beaucoup de troubles de comportement des enfants, les difficultés, les souffrances. L'enfant est en souffrance quand il vient. Et donc, c'est un endroit où il peut exprimer ses souffrances et où il peut exprimer librement à travers le jeu tout ce qu'il vit, toutes ses difficultés, les traumas qu'il aurait éventuellement ressentis ou subis, ou voilà, des troubles, troubles de l'attention par exemple, les 10. On peut avoir aussi des enfants TDAH, on peut avoir toutes sortes de prises en charge. Et donc, voilà, j'aimerais bien parler de cette approche-là. Et donc, en deux mots, ben, le psychomotricien, il va accueillir l'enfant dans la salle. Et puis, par des méthodes d'observation, on va pouvoir faire un bilan de la dynamique psychomotrice. Donc, c'est comment l'enfant bouge, agit dans son monde. Voilà, oui, comment il est, quoi. Et puis, ben, par des techniques corporelles, psychocorporelles,
le psychomotricien va beaucoup travailler avec ce qu'on appelle le dialogue tonico-émotionnel. Et donc, on va rejoindre dans le tonus de l'enfant ses difficultés et à travers les compétences et l'engagement corporel, parce qu'on joue avec l'enfant, donc on se met en jeu avec l'enfant, on va le rejoindre dans ses difficultés et on va l'accompagner, lui faire des propositions pour que finalement son développement devienne de plus en plus harmonieux et éventuellement adapté à son milieu de vie. D'accord. J'aimerais bien, si c'est possible pour toi, de me dire comment tu vas expliquer juste ce que tu fais à l'enfant. À Je l'enfant, vais pas. simplement jouer, simplement, je lui dis, bah, écoute, on va faire du jeu. On va faire du jeu et ici, tu peux exprimer tout ce que tu veux, toutes tes difficultés. Tu seras entendu, tu seras accueilli. Ok, super. Très bien, merci. Euh, donc tu parles de jeux et tu parles de jeux qui sont plutôt avec justement, tu parlais des toboggans ou tu parles aussi de jeux de l'imaginaire. Est-ce que tu utilises l'imaginaire? Déjà à ce moment-là, quand tu lui expliques, est-ce que tu parles d'imaginaire ou pas? Non, non. En fait, l'enfant vient avec ce qu'il est, comme il est. On l'accueille comme il est. Et puis, c'est à travers le jeu qui va exprimer ses difficultés. Donc, on va pouvoir voir dans son tonus, par exemple, est-ce que l'enfant court vite? Est-ce que l'enfant reste sur place? Est-ce qu'il est inhibé? Est-ce qu'il a envie de sauter, de courir? Donc, on va voir un petit peu, est-ce qu'il va construire des éléments, construire par exemple sa maison. Sa maison peut symboliser la maison interne. Et donc, on va vraiment laisser l'enfant jouer. Mhm. Mais c'est vrai que par moment, ça explose. Et on ne sait pas trop bien pourquoi, et l'enfant ne sait pas dire pourquoi non plus, parce qu'il le ressent dans son corps, mais c'est difficile parfois de mettre des mots. Et c'est là alors que on peut symboliser et que je pense que l'hypnose est vraiment super intéressante comme outil pour appuyer cette pratique quand l'enfant n'arrive pas à exprimer ses difficultés, ses douleurs et ses Mhm. émotions. Oui, ben moi ce que je fais en hypnose souvent, c'est que j'explique ben, qu'il a de l'imagination et que son imagination, c'est un super pouvoir et que je l'aide à s'en servir quand ça ne va pas trop à l'intérieur. Donc, tu vois, par exemple, si j'ai un enfant qui vient parce il se sent pas bien dans sa chambre et qu'il n'arrive pas à s'endormir, ben on va plutôt, je lui explique que ici, il va pouvoir apprendre à se créer une bulle de protection euh, et que cette bulle va le protéger pour dormir et qu'il puisse se sentir en sécurité. Je vais continuer dans mes petites questions. Est-ce que ça t'arrive que certains enfants arrivent avec, tu sais, comme un trop rempli à l'intérieur? Tu observes quoi? Comment tu réagis face à ça? Alors justement, par la technique d'observation, ben, le psychomotricien, de manière générale, il va déjà observer la façon dont l'enfant arrive, la façon dont il arrive dans la salle avec son tonus, ses émotions, s'il a envie de parler, comment il se sépare de ses parents aussi, parce que c'est important aussi de voir s'il arrive à se séparer de ses parents ou s'il est accroché. Et donc, ben, je vais lui laisser un temps de parole pour voir s'il a envie d'exprimer quelque chose. Et puis, je le laisse librement exprimer dans la salle euh, ce qu'il a besoin. Il va chercher de lui-même ce qu'il a besoin dans la salle. Donc, il va chercher un objet ou il va chercher un ballon ou quelque chose comme ça, c'est bien ça? Oui, où il va expérimenter, il va faire du toboggan, il va sauter, il va grimper sur les espaliers, chercher la hauteur, chercher peut-être au contraire de la profondeur, se cacher en dessous d'objets ou passer dans des tunnels. Et donc je vais le laisser faire ce dont il a besoin parce que l'enfant va agir en fonction de ce qu'il aura besoin. Et le corps va exprimer finalement euh, son besoin, son manque. Et après, ben, le rôle du psychomotricien, c'est d'accompagner justement dans le dialogue Mm. tonique, d'accompagner l'enfant pour essayer de comprendre ce qui se passe et de lui faire des propositions. Ok, super. Bah, en hypnose, nous, on va plutôt, mais tu le sais aussi, hein, mais on va utiliser plutôt, on va regarder, on va observer la respiration, on va regarder aussi le regard de l'enfant, on va voir s'il est plutôt à l'intérieur de lui, s'il regarde vers le bas,
ou s'il est plutôt en train de se rappeler quelque chose qu'il a entendu, alors il aura un regard plutôt au milieu, ou peut-être qu'il sera dans des souvenirs et alors son regard ira plutôt vers le haut. Enfin, normalement, ça se passe comme ça. Après, c'est pas toujours comme ça non plus, on ne doit pas se faire, mais ça nous permet de voir un petit peu. Sinon, effectivement, je regarde aussi sa tension corporelle. C'est plutôt pour... L'objectif, ce serait vraiment de l'amener à un ralentissement tout doux et de proposer en fait à l'enfant après, ben, peut-être pour commencer, ben, de faire un exercice de respiration. Il va imaginer, donc effectivement, l'hypnose, c'est beaucoup imaginer, c'est ressentir. Donc, imaginer par exemple un gros ballon dans, dans son ventre pour l'aider à ralentir et à ralentir sa respiration, puis à se poser. Donc, et je vois que déjà, on parle du corps. Toi, tu nous as déjà parlé du corps, tu observes le corps. Et justement, j'aimerais qu'on parle justement de cette notion essentielle de stabilité intérieure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, du point de vue de la psychomotricité, d'être ancré? Quand un enfant est ancré, c'est quoi? Alors, c'est assez compliqué de répondre à la question comme ça en quelques mots parce qu'il y a différentes techniques d'observation, justement. On s'appuie sur différents outils euh, qui sont ben, déjà la tension musculaire, comme tu disais, hein. On voit si un enfant est dans l'agitation ou pas. On peut voir par rapport à ses postures. On peut observer aussi ses axes corporels, s'il est bien dans ses axes, s'il est bien ancré dans ses pieds, dans le sol, il prend vraiment appui dans le sol. Et donc là, on peut déjà se faire une première approche, donc vraiment par le corps, quoi. Super. En hypnose, on dira que l'enfant est plutôt ancré s'il se sent bien dans son corps ici et maintenant. Donc, on va utiliser plutôt des images d'appui ou de sécurité. Donc, par exemple, une métaphore qui fonctionne très très bien en hypnose, c'est l'arbre. C'est vraiment visualiser l'arbre, visualiser les racines sous les pieds et si l'enfant, par exemple, se sent débordé par rapport à l'école, eh ben, on va d'abord faire en sorte qu'il puisse se sentir bien ancré dans ses racines. Et puis, on va l'amener à revisualiser cette image d'ancrage avec ses racines très profondes. Donc, on peut le faire avec de la respiration, évidemment. On peut visualiser un arbre très profondément ancré, mais même avec un gros tronc bien solide, bien fort, et des bras bien ouverts vers le monde, vers le ciel. Donc, ça va lui donner une image à laquelle il pourra se référer pour avoir de l'ancrage. Mais c'est sûr que c'est pas du tout la même observation ici. C'est intéressant. J'ai une autre question. Quand une émotion devient très forte, donc quand tu observes une émotion chez un enfant qui vient te voir, qu'est-ce que tu proposes avec la psychomotricité? Comme par principe, on laisse l'enfant exprimer ses besoins, on va le laisser exprimer son explosion parce qu'elle vient de quelque chose. On travaille quand même aussi avec des prescriptions médicales, donc il y a quand même parfois du trauma très lourd derrière les enfants qu'on accueille. Et donc, dans un premier temps, ben, il doit exprimer ce mal-être ou ce malaise. Et puis, ben, par différentes techniques, justement, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué, mais de manière générale et accessible à tous, ben oui, on peut travailler dans la respiration, on peut travailler aussi déjà dans l'accueil des émotions, ça c'est déjà une première chose, dans le non-jugement de l'enfant aussi. Je crois que c'est très important qu'il puisse se sentir en sécurité et entendu, écouté dans ses difficultés. Et après, ben, on peut l'aider à accueillir ses émotions. Et souvent, il y a des difficultés de transformation, je vais dire, de digérer ces émotions et de les transformer dans quelque chose de plus accessible ou de plus que l'on
puisse mieux accueillir dans sa famille et dans son monde. Et donc, par là, on va faire de la respiration, on peut faire aussi du bercement, on peut faire des massages. Donc, encore une fois, on est dans le dialogue tonico-émotionnel. Donc, on va rejoindre l'enfant et lui faire des propositions euh, toniques, corporelles, qui vont ramener peut-être des images de quand ils étaient bébés peut-être, des images de sécurité. Euh, oui, voilà, par toutes sortes de propositions corporelles. Donc, voilà, et on va en fait travailler sur ce que l'on appelle aussi les neurones miroirs. Et donc, c'est vraiment, je veux dire, une approche scientifique, hein, la psychomotricité. Donc, euh, donc voilà. Super. Ce qui serait intéressant, c'est que plus tard, si tu as envie que tu nous fasses, nous fasses découvrir, par exemple, un protocole de technique que tu pourrais Mhm. utiliser, soit sous forme de papier, soit si tu as envie de me raconter après. Euh, Moi, je vais proposer justement une technique que je propose régulièrement avec des enfants qui ont beaucoup d'émotions. Tu l'avais découverte en formation. Tu te souviens de la technique du tunnel des émotions? Oui. Moi, je trouve que cette technique, elle est vraiment très, très efficace pour justement, quand on a une émotion forte, que ce soit la peur ou du stress, ou même quand c'est diffus et que l'enfant ne sait pas exprimer réellement ce qui se passe. C'est un protocole qui est basé sur l'approche ericksonienne et sur la métaphore du tunnel des émotions. Alors, cette métaphore peut être utilisée dans plusieurs cas, notamment ben, pour la gestion des émotions difficiles, pour aussi surmonter des traumatismes ou pour renforcer la confiance en soi, ou même la gestion du stress. Euh, donc, si on l'utilise pour des émotions difficiles, ben, ça va être pour aider les enfants à comprendre et à gérer les émotions difficiles telles que la peur, l'anxiété ou la tristesse, en les guidant à travers le processus. Ben, l'enfant va pouvoir apprendre à visualiser et à transformer ses émotions. Si on l'utilise pour des traumatismes, ben, ce protocole peut être vraiment adapté pour l'aider à surmonter ces traumatismes en les symbolisant et en les reléguant au passé. On peut l'utiliser aussi pour tout ce qui est confiance en soi. Donc là, le protocole sera utilisé plutôt pour renforcer la confiance de l'enfant par le passage à travers ce tunnel qui symbolisera alors le courage et la capacité à faire face aux émotions. Et si on l'utilise plus pour la gestion du stress, ben, euh, on l'utilisera donc plus pour développer des mécanismes pour faire face au stress et à les surmonter. Alors ici, ben, je vais expliquer brièvement la technique. Donc, on commence donc par établir une connexion avec l'enfant en lui expliquant ben, qu'on va explorer ensemble un endroit spécial appelé le tunnel des émotions. Euh, On s'assure évidemment que l'enfant se sent en sécurité et bien à l'aise avant de commencer la technique. Ensuite, on va inviter l'enfant à penser à une émotion qu'il souhaite comprendre ou surmonter, comme la peur. On lui demande de se souvenir d'un moment où cette émotion était très présente. Et là, on va encourager l'enfant à créer une image mentale de ce moment, qu'il imagine par exemple un paysage avec un nuage sombre, de la pluie, symbolisant la difficulté ou la peur qu'il ressent, ou encore un symbole, une forme géométrique ou quelque chose qu'il peut voir dans sa tête. Et là, on va transformer donc cette émotion dans un ballon. Avec les enfants, c'est plus facile de mettre dans un ballon, mais avec des enfants un peu plus grands, préadolescents, on peut leur demander quel est le symbole. Ça fonctionne tout aussi bien. Et donc, on demande de visualiser cette forme, donc cette image, de la faire grandir en amplifiant l'émotion qui est liée. Et cette forme, ben, ce symbole devient comme un ballon et le rendre plus grand et de le remplir de cette émotion spécifique. Et une fois l'émotion amplifiée, ben, de commencer une respiration en cohérence. Donc ici, on peut vraiment faire de la cohérence cardiaque. C'est très bien.
Et puis on va inviter l'enfant à imaginer qu'il peut souffler sur ce ballon, le faire grandir encore plus. Et à chaque fois que tu souffles, la forme s'éloigne de plus en plus. Et ensuite, on lui demande de laisser le ballon s'envoler loin, par exemple à une centaine de mètres, emportant avec lui cette émotion. Ensuite, on va vraiment donner des renforcements de soi à l'enfant. On va lui demander de quoi il aurait besoin pour se sentir en sécurité. Donc là, on va partir dans son imaginaire. Certains enfants adorent des personnages comme Harry Potter ou autres. Donc on peut lui donner plein de, oui, de sécurité, une cape magique, une représentation de ses parents en photo qu'il pourrait mettre dans sa poche, un chien qui pourrait l'accompagner. Enfin, on part de son univers. Ensuite, on lui dit que maintenant, euh, que que ce symbole de la peur, il est très loin et que ce ballon est devenu très lointain et il a à l'intérieur de lui sa force intérieure ou son courage et on l'encourage à se diriger vers ce symbole, à marcher avec lui en confiance. Donc, on va se rapprocher de ce symbole, de cette boule. Et on lui explique que ce symbole représente l'entrée du tunnel des émotions. Donc là, on se rapproche et que là, il y a une porte qui apparaît. Et on va encourager l'enfant à traverser ce tunnel, symbolisant le passage à travers ses émotions difficiles. Et puis à la fin, il doit claquer la porte. Donc, une fois à l'intérieur du tunnel, on lui suggère de trouver une autre porte à la fin. Et lorsqu'il aura atteint cette porte, on l'encourager à la claquer, de la refermer ça symbolise surtout la capacité à laisser derrière lui les émotions difficiles. Et là, on invite l'enfant à sortir du tunnel, à observer le changement d'état dans son paysage mental et l'encourager à remarquer comment le temps a changé, euh, comment il fait beau normalement maintenant, ou comment en tout cas l'émotion s'est transformée. Souvent, on terminera aussi la session avec l'enfant en discutant avec lui de son expérience, en soulignant son courage, sa capacité à transformer ses émotions et en lui assurant que, ben, on s'assure qu'il se sent bien en sécurité après la séance. Est-ce que tu as peut-être une technique comme ça que tu pourrais nous décrire ou peut-être par la suite en psychomotricité, un espèce de protocole que tu fais qui fonctionne bien par le corps, par le mouvement? Alors, cette technique, je l'utilise, mais bien sûr à ma manière, puisque je suis dans une salle de psychomotricité, donc avec une approche psychomotrice. Mais c'est vrai que je rebondis régulièrement sur cette technique, parce qu'il y a des enfants parfois qui sont vraiment explosés, et en jouant, il y a quelque chose qui apparaît et ils n'arrivent plus à redescendre dans leur tonus ou dans leurs émotions. Et donc, ça m'est arrivé de leur proposer cette technique, avec la différence, c'est que parfois ils voient une balle dans la salle, parce qu'on a tous des bacs remplis de balles différentes, de couleurs différentes, et ça m'est déjà arrivé qu'ils me disent, mais moi, ce que je ressens là, si c'est par exemple de la colère, ça ressemble à la balle bleue qui est là dans le bac. Et donc je l'invite à prendre cette balle, à faire le protocole comme tu le dis, mais en plus d'une manière kinesthésique, de le vivre dans leur corps et de la lancer, cette balle, quitte même à ouvrir la porte arrière de la salle, et de leur dire, ben maintenant tu la jettes le plus loin possible. Et donc là, c'est quelque part associer le côté de cette pratique que l'on fait en hypnose, avec en même temps le geste de pouvoir le faire, et de revenir dans la salle en disant, mais maintenant, est-ce qu'il y a eu un changement? Et donc, souvent, l'enfant dit, oui, voilà, c'est parti, ça a disparu, ma boule a disparu, je me sens beaucoup mieux. Et donc, effectivement, c'est une technique que je n'hésite pas à utiliser, peut-être un petit peu différemment, parce que le milieu où je travaille est différent, mais voilà. Mais oui, en fait, parfois on a des émotions qui ressemblent plus à des volcans et c'est carrément un feu d'artifice émotionnel et il faut gérer. Donc tu as raison de dire que tu passes par le corps.
Parfois, même en séance, même si je ne suis pas psychomotricienne, je vais utiliser le cri, je vais faire crier l'enfant par moment, ou je vais même lui faire représenter sur un dessin, une feuille, cette émotion de manière à ce que ça puisse sortir. Donc, l'art-thérapie, c'est pas quelque chose de à part. Ça peut être complètement être utilisé dans une séance d'hypnose intégrative, en tout cas. Et je pense que même en psychomotricité, tu pourrais sans doute que quand tu as des énergies comme ça, très volcaniques, peut-être que l'enfant pourrait jouer cette émotion. Je ne sais pas si ça arrive. On peut la mettre en jeu, effectivement, ben, comme la balle. Si l'enfant me dit, bah, c'est une balle, ça ressemble à cette balle-là qui est présente, ben, alors on utilise la balle puisque c'est ça qui montre. Maintenant, c'est déjà arrivé aussi que ben, j'utilise ces techniques pour lui dire, mais finalement, ce que tu ressens, ça ressemble à quoi? Et donc, ben, à la fin de ce questionnement intérieur, ben, l'enfant, après, il me dit, enfin, j'ai eu le cas comme ça d'un jeune garçon qui me disait, mais en fait, moi, ce que je ressens, ma colère, elle ressemble à un morceau de charbon. Et donc, il avait pu mettre finalement un mot, une image, une couleur ou peut-être une odeur sur quelque chose qui ressent, mais qui n'arrive pas à dire en mots, mais qui ressent à l'intérieur. Et donc, je trouve ça fabuleux de pouvoir justement utiliser toutes ces techniques qu'on utilise en hypnose pour mettre finalement des mots ou mettre des images, symboliser quelque chose euh, par rapport à leurs sentiments. C'est arriver à une symbolisation finalement de quelque chose qu'ils ressentent et qui n'arrivent pas à mettre des mots. Chouette, super, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup le lien entre la psychomotricité. Moi, je ne suis pas du tout psychomotricienne et je trouve quand même que le corps est très très important. Donc, merci pour tes commentaires, c'est vraiment intéressant. Euh, Comment décrirais-tu le lien entre le corps et l'imaginaire? Euh, alors, euh, disons que nous, en psychomotricité, quand les enfants ont envie de faire quelque chose et partent dans une créativité, on parlera plutôt de fantasme d'action. Et l'imaginaire, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas accessible. Je vais dire vraiment quelque chose qu'on invente. Et parfois, c'est un refuge pour les enfants, l'imaginaire, parce qu'ils savent que c'est inaccessible alors que le fantasme d'action, finalement, c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie, par exemple, de jouer aux chiens. Alors, ils savent bien que eux ne sont pas des chiens, mais ils vont se mettre à quatre pattes, ils vont, je ne sais pas, créer un petit nid, un petit panier où se mettre, etc. Et ils vont jouer toute cette expression en sachant que finalement, l'imaginaire n'est pas accessible, mais elle peut être ressource justement pour exprimer des difficultés. Et ça, l'imaginaire, bien évidemment, c'est plus dans justement l'approche en hypnose que l'on pourra utiliser. J'ai par exemple un lien avec le petit garçon que je disais tout à l'heure, le morceau de charbon, mais il a réussi à imaginer, enfin, en fait, il a exprimé qu'il était dans de l'hyperactivité et que son corps, c'était un peu comme une voiture de course. Et donc, il avait des pédales, mais il ne savait pas gérer la vitesse, il ne savait pas gérer la direction, et parfois, ça allait trop vite. Et donc, j'ai travaillé avec lui ben, le sentiment de colère qu'il avait. En fait, c'était de la colère, mais il n'arrivait pas à mettre des mots, il n'arrivait pas à exprimer ça. Et donc, il l'a transformé d'une façon imaginaire en un tas de charbon, un morceau de charbon. Et un jour, il est rentré dans la salle, il est arrivé là à sa séance, j'ai ouvert la porte, et d'emblée, il m'a dit, écoute, tu sais, quand on met un morceau de charbon dans le réservoir d'une voiture de course, eh ben, ça pète. Et je trouvais ça vraiment génial que cet enfant, dans cet imaginaire, avait pu créer ce morceau de charbon et dans son corps ressentir cette voiture de course et qu'il avait fait le lien entre les deux et qu'il exprimait mais finalement que fais attention parce que là je vais péter, parce que je vais exploser, parce que c'est logique, un morceau de charbon dans un réservoir de voiture, eh ben voilà, ça pète. Non, mais c'est génial parce que tu viens au cœur de quelque chose d'hyper important, c'est que l'imaginaire agit directement sur le corps et qu'une image, qu'elle soit rassurante ou qui fait peur, ça va directement modifier. Ça va modifier la respiration, ça va modifier la posture. Donc, si on amène
grâce à l'hypnose une image rassurante, ben, le corps va se calmer directement, la posture va changer et l'enfant va être plus en confiance. Et quand l'enfant arrive et qu'il est plein de ses émotions, ben, notre rôle, ce sera d'amener, en tout cas grâce avec l'hypnose, ça va être d'amener des images qui amènent à la sécurité, pour rassurer l'enfant. Euh, Ici, parfois, moi, j'ai des enfants qui viennent et qui ont très, très peur de communiquer en classe devant tout le monde, de répondre. Ils ont très, très peur de parler devant les autres, qu'on se moque d'eux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui, si l'idée du manteau, pardon, fonctionne pour lui, moi, je vais lui, sous hypnose, je vais lui proposer de mettre un manteau protecteur. Et ce manteau de courage, ben, il pourra le mettre avec un ancrage qu'on aura mis, donc dans le corps également pour pouvoir s'exprimer plus facilement devant la classe. Et j'aime bien la métaphore que tu as racontée avec ce morceau de charbon parce que certainement que beaucoup d'enfants ressentent cette chose, cette même émotion sans avoir une image. Donc c'est à retenir. Euh, Merci. Est-ce que tu peux me dire quelle émotion tu rencontres le plus souvent en séance? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile à dire parce que les enfants souvent viennent parce que sous-jacent, il y a un traumatisme. Il y a un traumatisme qui peut être présent depuis la naissance. Et donc, les émotions, ben, parfois ça se mélange, mais il y a quand même des angoisses à la base. Moi, j'ai plus envie de parler d'angoisse que d'émotion. Parce que, ben, comme je disais, ils ne savent pas toujours mettre le doigt sur la bonne émotion, malgré les outils qu'on peut utiliser, des cartes émotions, des petites histoires. Euh, et donc, ce serait les angoisses que j'ai envie de dire. Et les angoisses, ben, à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de bouger, de courir, de fuir quelque part. Donc ça, ce sont des angoisses que je rencontre beaucoup. Et des angoisses aussi d'agressivité, je vais dire. Donc, de morsure, de frapper, de quelque chose qui explose. Et donc, par exemple, j'ai aussi vécu une situation vraiment que j'ai envie de partager avec un enfant qui était vraiment angoissé dans le mouvement. Donc, il était dans la fuite. Donc, on pourrait dire de l'hyperactivité, mais c'était vraiment une angoisse, une grosse, grosse peur et qui s'exprimait par la fuite, par le mouvement. Il devait constamment bouger, il ne pouvait pas rester en place. C'était vraiment une pile électrique, vraiment très compliquée pour lui de se poser. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore fait la formation en hypnose, mais pour l'avoir fait, je sais que j'étais là-dedans. En fait, c'est par la suite, en ayant fait la formation, que je me suis rendu compte que j'étais là-dedans. Parce que par le dialogue tonico-émotionnel, comme on utilise nous, on peut amener une descente tonique qui amène justement à cet état hypnotique hein, de variation hertzienne entre 8 et 12 Hertz. Et donc, par cette variation tonique, on peut redescendre le tonus pour amener cet apaisement. Et donc cet enfant, en l'accompagnant, il est descendu vraiment dans cet état hypnotique que je ne connaissais pas à l'époque et que maintenant je peux effectivement observer. Et cet enfant qui était hyper actif, qui bougeait tout le temps, il s'est mis dans une relaxation. Il s'est posé. Je ne l'ai jamais vu se détendre comme ça quand il se couchait. C'était une planche à repasser. Il était raide comme un clou. Et là, il s'est vraiment laissé aller. Il s'est vraiment détendu. Et on a vu du plaisir et du sourire sur son visage. Et c'était vraiment très, très agréable parce que quand on le regardait, on sentait un apaisement. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai fait la formation, parce que je me suis dit, si on avait des mots justes à dire à ce moment-là à cet enfant, euh, je pense qu'il aurait profité encore plus de cet état. Et c'est là où moi je dis, l'hypnose finalement peut servir de double ancrage. L'ancrage corporel où l'enfant sent qu'il peut être posé dans un état sécurisant, rassurant, et si on avait eu les mots justes à ce moment-là et les connaissances que j'ai maintenant, j'aurais pu appuyer en plus en disant, mais regarde, finalement, tu es détendu et il ne se passe rien. Tu n'es pas en danger, tu es Mm, bien, tu es en sécurité, tu as le sourire, tu as du plaisir. mm, Et donc,
Ouais. L'hypnose, à ce moment-là, si j'avais eu l'outil de l'hypnose, je pense que j'aurais pu ancrer encore plus cet enfant dans cet apaisement et cette sécurité de Après, base. on n'a pas toujours besoin d'hypnose non plus, hein, Sabine. Ici, ce que tu viens de raconter semble vraiment pertinent et très suffisant par rapport à ce que tu as fait. Si tu as obtenu cette détente, cette relaxation et ce sourire, franchement, bravo. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que c'est une émotion ou en tout cas euh, l'angoisse est quelque chose qu'on rencontre très souvent dans nos séances. Enfin, moi, je parle surtout d'hypnose parce que je ne fais pas de psychomotricité. Donc, et c'est vrai que c'est caché. Et c'est souvent caché derrière l'agitation ou c'est souvent caché même derrière des maux de ventre. Et donc, l'hypnose va permettre de mettre une image de lui donner une forme. Et donc, on va pouvoir, par exemple, agir dessus. Alors, on va agir dessus de différentes manières, hein. Par moment, on pourrait, je vais parler des animaux de pouvoir que j'utilise très souvent dans mes séances. Euh, quand il y a de la colère ou des angoisses, on peut parler d'une espèce de loup à l'intérieur et on apprend à communiquer avec cet animal à l'intérieur. Après, c'est l'enfant qui va amener son animal. Donc ça pourrait être un loup, ça pourrait être un ours, ça peut être n'importe quel animal en fait qui l'amènera, mais on va apprendre à communiquer avec lui et c'est l'enfant qui va venir, qui va commencer à parler, le rassurer et on se rend compte qu'effectivement alors l'histoire sous hypnose amènera ce côté de détente, de, de sécurité et alors super, merci beaucoup. Alors, j'ai encore quelques petites questions. Je pense que ça mériterait vraiment de faire plusieurs podcasts autour de la psychomotricité et de l'hypnose parce que c'est passionnant. Si l'émotion était un personnage, Sabine, avec le point de vue de la psychomotricité, qu'est-ce que tu nous dirais? Mais je dirais, c'est le choix de l'enfant. C'est lui qui va choisir son personnage, c'est lui qui va le mettre en jeu, c'est lui qui va créer son histoire dans sa séance. Et donc, moi, je l'accompagne. Je l'accompagne. J'ai eu un enfant qui m'a dit, mais écoute, moi, si j'ai un loup en face de moi, tout le monde court pour s'échapper, ah ben moi, je me retourne et je lui tape dessus. Voilà, ça dit tout. Ok. Moi, je trouve souvent qu'en hypnose, ce qui est génial, c'est que grâce à mettre des personnages comme ça, on peut transformer l'émotion et ça permet en fait d'entrer en relation, euh, de rentrer en relation avec justement cette émotion qui est là, plutôt que de la subir. Ça va être vraiment, et rien qu'avec la discussion que l'enfant va avoir avec cette émotion, que ce soit si c'est la peur, si c'est la colère, si c'est la tristesse, rien qu'en parlant avec, euh, il va y avoir une transformation de cette émotion. Ça ressemble au travail en IFS dans la thérapie systémique. Et je trouve que c'est très, très intéressant, cette manière de communiquer avec les parties, entre guillemets. Et Moi, parfois, je demande aussi qui joue l'animal. Parce qu'en le jouant, ils attrapent une force ou un apaisement aussi. Si tu joues l'ours, par exemple, ça va pas être la même chose que si tu joues le dauphin. Ah oui, absolument. Mais si Voilà. on parle de colère ou de tristesse, c'est souvent des animaux, en tout cas en ce qui me concerne, ça va être des animaux qui font plus peur. Ou alors, justement, ça va être une toute petite souris. Moi, j'ai eu une petite fille qui était venue en séance et elle a imaginé que sa peur, c'était comme une petite souris et elle pouvait lui parler. Elle a même réussi à la caresser et à prendre soin d'elle. Donc, c'est vraiment, en fait, on doit vraiment, enfin, en hypnose, j'aime beaucoup laisser les enfants choisir leur personnage. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une séance avec une demoiselle qui venait pour un problème d'énurésie. Bah, j'ai demandé qu'il y ait un gardien de la vessie qui venait dans son travail. Et son gardien, bah, c'était vraiment l'image du gardien de foot, quoi. Et il y a eu Mhm. toute une histoire autour de ça, plus encore un animal. Elle avait un chien. Enfin, je veux dire, j'ai laissé libre cours à son imagination pour pouvoir travailler sur cette problématique. Et c'est souvent les enfants qui arrivent avec le plus de... Ils arrivent avec presque la solution. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, travailler.
avec l'hypnose avec les enfants, parce que c'est très frais, c'est plein d'idées, c'est plein d'imagination, on passe d'une idée à une autre. C'est vraiment comme un petit singe qui va dans un arbre, il saute de branche en branche. Et j'ai l'impression qu'en psychomotricité, il y a vraiment ce chemin-là aussi de... On passe par le corps, mais ça, le corps, bah, dans ma représentation avec la psychomotricité, rien que le fait de bouger, ça permet le changement ou je me trompe? Non, tu as tout à fait raison. C'est le lien psychomotricité, donc c'est vraiment le lien cognitif corporel. Et donc, en jouant justement, en jouant à faire une araignée, en jouant au chien, en jouant, on peut arriver à, comme tu dis, jouer peut-être un gardien, et ce gardien, il a un visage de chien qui fait peur, ou voilà, je vais défendre ma maison, je suis un chien qui va défendre ma maison, c'est mon espace, ma maison c'est mon espace intérieur, personne ne peut rentrer sans mon accord, bien je vais jouer au chien de garde, ou alors il s'amuse aussi à marcher. Il n'y a pas longtemps, il y en a un qui a marché comme une araignée, par exemple. Il dit, moi, je vais de fil en fil, je me balade, j'ai l'équilibre et je marche comme une araignée. Ou il y en a, ils vont ramper comme un ver de terre pour ramper dans leur tunnel. Et donc, tout ce jeu, ces ressentis corporels, oui, ils jouent dans l'imaginaire, l'imagination, Mhm. le fantasme d'action, comme on dit, mais ils peuvent associer une histoire avec ça. Et Mm. donc, je pense vraiment que l'hypnose et la psychomotricité sont vraiment complémentaires, l'un renforce l'autre, j'ai envie de dire, et, et c'est pour ça que cet outil me semble vraiment très intéressant à utiliser. Je pousse vraiment les collègues psychomotriciens à se former à ce type d'outil parce que je pense que c'est vraiment un support. L'enfant qui fait son histoire en fonction de ses difficultés, de son traumatisme, de son vécu. Il repart de son vécu. Il peut très bien jouer, construire sa maison, symbolisant sa maison interne. Il peut la défendre, empêcher les intrus, par exemple, de rentrer, parce que lui a peut-être vécu l'intrusion. Donc, il va peut-être imaginer être un grand chien ou être un loup féroce, un rhinocéros ou un lion. Il va se déguiser, il va vivre ça, il va marcher comme l'animal, ou bah oui, le petit ver de terre qui n'a pas envie de se faire voir, il doit disparaître, et il va se cacher dans un tunnel, ou il va se cacher dans des espaces bas, dans des petites cachettes, ou alors je ne sais pas, un animal, un oiseau, et il va sauter, il va aller sur le toboggan, et donc il va se créer toute cette histoire où il va mettre en dehors de lui tout son vécu, toutes ses angoisses, tout son stress, tous ses traumatismes qu'il va Mm. pouvoir transformer. Ouais, j'adore l'idée du mouvement. Je trouve vraiment que le corps, que l'esprit et le corps bien ensemble, tu vois, ça peut Mhm. permettre vraiment un très très beau travail parce que tout passe par le corps. Et j'aime beaucoup cette approche de psychomotricité où justement ils peuvent le vivre à l'intérieur. Et avec l'hypnose, moi, ils vont plutôt le vivre dans l'imagination. Donc moi, mon rôle à moi, c'est de les guider à travers l'hypnose, à travers leur imagination et de voyager dans leur corps. Par exemple, s'il y a une zone tendue à cause du stress ou à cause de la peur, ben, je vais plutôt imaginer comme une fusée qui va voyager en eux ou à l'extérieur, on va voyager, et puis cette fusée va venir détendre toute la zone tendue. Mais j'aime bien l'idée que ça se passe aussi en vrai. Donc, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je trouve aussi que c'est complémentaire et que, il n'y a pas une technique qui doit être cloisonnée comme ça. Alors parfois, oui, parfois une seule séance de psychomotricité peut suffire pour une problématique, ou juste une séance d'hypnose peut suffire évidemment pour une problématique. Mais je pense que c'est toujours plus riche euh, parfois de mélanger. Que ce soit les hypnothérapeutes, bah, peut-être de se former à la psychomotricité, bien que c'est quand même 4 ans et qu'il faut quand même... Oui, comment dis-tu? oui, c'est long comme formation. Oui, c'est long, hein, mais en Long, même temps, complexe.
c'est Mhm. passionnant. Il y a plein de choses, hein. Il y a aussi les réflexes archaïques, moi, qui me passionnent. J'adore, je trouve ça génial. Euh, je trouve qu'il n'y a pas une technique, ou même la sophrologie. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé avec Marie. Je trouvais ça fabuleux, tout ce qui s'est dit et ce qui s'est échangé. Donc, vraiment super. Alors, moi, je voudrais juste poser une dernière question, ou presque. Euh, Après quelques séances, qu'est-ce que tu voudrais que l'enfant sache faire grâce à la psychomotricité? Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce- mais d'une manière un peu concrète, qu'est-ce que tu voudrais qu'il sache faire après quelques séances? Alors, par le principe même de la psychomotricité qui est du jeu libre, c'est l'enfant qui met en jeu ses difficultés, ses traumas. Et donc, le psychomotricien, il n'attend rien de l'enfant. Il lui laisse juste un espace de jeu, d'expression corporelle, où lui va trouver le chemin du changement. Et on l'accompagne dans ce chemin du changement. Donc, ça peut prendre, ce sont des thérapies longues, donc ça peut prendre une séance, 10 séances, 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, je ne vais pas faire peur aux gens, mais voilà, ça peut être long, mais c'est l'enfant qui crée son chemin de lui-même, on ne lui impose rien, et donc il prendra le temps qu'il faut pour lui évoluer à sa manière et trouver une harmonie finalement dans sa vie. Génial. Moi, c'est un peu pareil avec l'hypnose, hein. Moi, ce que je veux enfin, ce que je veux, oui, à l'intérieur, mon objectif quand j'ai un enfant qui vient me voir, c'est qu'après, quand il sera plus en ma compagnie, que les parents prennent le relais de reposer certaines questions, mais surtout que l'enfant puisse se dire, OK, quand ça ne va pas, eh bien, je peux faire quelque chose à l'intérieur de moi. Je peux aller dans ma salle de contrôle intérieure et je peux faire des petites modifications et, et changer mon dialogue intérieur ou modifier le son d'un événement et qu'il devienne autonome ou alors qu'il puisse en imagination, soit en imagination, soit grâce à un ancrage, euh, c'est se reconnecter à l'émotion de protection, par exemple, ou de sécurité, et qu'il puisse s'y reconnecter avec l'ancrage à la maison, et qu'il puisse se sentir bien. Donc ça, c'est mon objectif avec l'hypnose. Euh, Et ça, je peux partager aussi une expérience que j'ai faite. Parce que comme on travaille avec différents professionnels de la santé, etc., qu'on travaille en lien, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est dans une difficulté que j'avais en salle avec un enfant. En fait, en gros, ben, il avait peur de son papa, il avait peur des réactions de son papa. Et son frère avait un peu les mêmes réactions. Donc, c'était un enfant qui était apeuré et qui n'osait pas toujours s'exprimer. Et donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est l'envoyer chez un collègue qui faisait de l'hypnose, donc euh, un praticien en hypnose. Et la particularité, c'est que je l'ai envoyé chez cette personne-là, peut-être qu'elle se reconnaîtra, parce qu'en fait, c'était déjà à la base un monsieur donc, comme l'enfant avait peur des hommes de manière générale, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais de manière générale, il avait peur des hommes. Donc, je l'ai envoyé chez un hypnotiseur homme qui, en fait, avait un côté très ancré. Bon, physiquement, il était déjà costaud, bien grand, mais d'un côté très ancré et déjà d'un certain âge. Et donc, quelqu'un qui était très posé, qui faisait un peu cet effet papy, je vais dire, bienveillant, rassurant. Et donc, il a fait ce travail d'hypnose en lui mettant un ancrage, donc ce qu'on appelle en hypnose un ancrage, hein, ça tu peux bien sûr en parler mieux que moi. Et donc cet enfant est revenu après en séance psychomotricité, mais sachant qu'il avait eu un ancrage puisqu'on avait travaillé en collaboration, moi j'ai pu relancer après cet ancrage dans la psychomotricité. Et donc ça, j'ai trouvé ce travail complémentaire vraiment génial parce qu'il avait pu travailler cette peur de l'homme avec ce, je veux dire, papy, et c'est tout à fait bienveillant que je dis ça parce que c'est pas anodin que je l'ai envoyé chez lui. Il avait vraiment cet aspect rassurant, contenant, euh, et donc il a pu travailler cette peur finalement de l'homme, du papa, voilà, de cette violence, et il a pu la retravailler après chez moi de manière corporelle, quoi.
Génial. Est-ce que tu aurais, pour terminer, un outil très simple pour la maison à proposer euh, pour les parents qui écoutent ou pour un enfant qui écouterait avec ses parents? Alors, ce que je constate beaucoup en psychomotricité, c'est que pour l'instant, les enfants sont énormément sur les écrans, ne bougent pas. Donc, je conseille fortement de laisser courir les enfants dehors, les laisser marcher dans l'air, même à pieds nus, les laisser grimper dans les arbres. Et je constate aussi qu'ils ont difficile à respirer parce qu'ils respirent par la bouche, parce qu'ils sont toujours dans cette hyperactivité et ce stress. Et donc, de manière à pouvoir apaiser, j'aime bien travailler la respiration, mais encore une fois, bien sûr, à travers le jeu. Et donc, moi, j'aime bien proposer aux enfants de prendre, on trouve ça un peu partout, des tubes à bulles. Donc, ce sont des tubes où il y a du produit dedans qui fait des bulles et s'amuser à faire des bulles. C'est un jeu, c'est gai et en même temps, ça apprend à l'enfant à souffler de manière plus harmonieuse. Et, ou alors, ce qu'on fait aussi, c'est dans les magasins de jeux, de fêtes, d'anniversaire, ce sont des petites pipes comme ça, en plastique, avec un petit panier et une petite balle. Et je leur propose de lancer cette balle et d'essayer de la récupérer simplement. Ça leur apprend à respirer de manière plus posée, de laisser sortir de cette respiration. Et donc, ça régule aussi cette tonicité qu'ils ont. Génial. Mais si tu as des exercices chouettes à faire, n'hésite pas à partager dans le groupe à hauteur d'enfant. Comme ça, je pourrais éventuellement les mettre en lien sous la vidéo quand elle sortira. Euh, Moi, j'ai un exercice en auto-hypnose qui fonctionne toujours bien. Ben, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai déjà l'arbre avec les racines, l'enracinement et le renforcement de soi. Mais il y a aussi la bulle magique. Donc, c'est vraiment c'est apprendre un exercice d'auto-hypnose. Mais ça, ce sera lors d'un autre podcast. Comment faire de l'auto-hypnose avec ses enfants pour leur apprendre à le faire eux-mêmes. Mais souvent, je leur demande d'imaginer, de visualiser donc une bulle autour de lui qui le protège et qui l'apaise et de vraiment utiliser cette image avant de dormir. Ça les aide vraiment fort, fort, fort. Ou alors, ce que je donne souvent, c'est des suggestions post-hypnotiques et ce sont des tâches, des prescriptions de tâches et je leur demande de faire peut-être un petit mandala autour d'une des techniques qu'on aura utilisées. Par exemple, il y a une technique que j'adore, c'est la technique de la tortue. Et bien, j'ai un mandala pour la tortue. C'est une technique vraiment super chouette pour la protection. Donc, ce que je fais, c'est que je leur donne après, en fonction de leur âge évidemment, un dessin. Comme ça, l'enfant peut se rappeler de la séance d'une manière inconsciente. En fait, il va dessiner ce mandala de la tortue et en même temps, ça va lui rappeler tous les bienfaits de la technique et de ce qu'on aura vécu. Mais en tout cas, génial. Merci beaucoup, Sabine. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous à hauteur d'enfant. On espère que cet échange vous aura permis de mieux comprendre comment le corps, les émotions et l'imaginaire peuvent devenir de vrais alliés pour aider les enfants à grandir plus sereinement. Alors que ce soit à travers le mouvement, le jeu, la respiration, ou les images intérieures, l'essentiel reste toujours le même, offrir à l'enfant un espace où il se sent compris, en sécurité et capable petit à petit de retrouver ses propres ressources. Alors si un outil, une idée ou une image entendue aujourd'hui peut accompagner votre enfant dans un moment difficile, alors ce podcast aura rempli sa mission. Merci à toi, Sabine, pour ton regard et ton engagement auprès des enfants. Et merci à vous, les parents, professionnels, accompagnants, de continuer à vous informer, à vous questionner et à avancer avec douceur. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, toujours à hauteur d'enfant. Grand merci à toi et à tout bientôt. Au revoir, Sabine, merci à toi. Au revoir, Éléonore, et au revoir tout le monde. Au revoir.